le général 4 étoiles se tenait devant la porte de mon appartement, en plein soleil d'hiver, ses cheveux blancs brillant comme un feu d'argent, sous la visière de sa casquette de l'US Marine Corps. Au début, j'ai sincèrement cru qu'il s'était trompé d'adresse. Les hommes comme lui ne se présentaient pas, dans des endroits comme le mien. Pas dans un complexe d'appartements fatigués, à l'extérieur du camp Lejeune, où la peinture s'écaillait des rampes, et où l'ascenseur sentait la fumée de cigarettes, et l'eau de Javel. Mais ensuite, il m'a regardé directement, et m'a salué. Pas de manière désinvolte, ni même polie, mais de façon formelle, le genre de salut que les marines n'oublient jamais, pour le reste de leur vie. Mes voisins ont cessé de parler. Une femme âgée, qui portait ses courses, s'est figée à mi-chemin de sa porte. Le général a baissé la main lentement, et a demandé d'une voix calme, « Sergent-chef Claire Bennett ?» « Oui, monsieur. » Ses yeux ont glissé vers la petite boîte en bois, que je tenais à la main. « La montre, » a-t-il dit doucement. « Avez-vous déjà ouvert le boîtier arrière ?» Et soudain, pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai réalisé que la montre cassée de mon grand-père n'était peut-être pas sans valeur, après tout. 3 jours plus tôt, je m'étais tenu près de la tombe de mon père, sous un ciel gris de Charleston, pendant qu'une pluie glaciale transperçait les épaules de mon uniforme de cérémonie. Mon frère, Daniel, n'avait pas cessé de vérifier son téléphone pendant les funérailles. Ma sœur, Rebecca, pleurait bruyamment chaque fois que les gens la regardaient, puis s'arrêtait instantanément, dès qu'ils détournaient les yeux. Je me tenais silencieusement entre eux, écoutant le pasteur parler d'héritage, de famille et d'honneur, tandis que la boue s'accumulait autour de nos chaussures. Ce qu'il y a de curieux avec les enterrements, c'est la rapidité avec laquelle les gens révèlent leur vraie nature, une fois que le cercueil disparaît sous terre. Au moment où nous sommes arrivés au bureau de l'avocat, juste après, Daniel posait déjà des questions sur la paperasse. Rebecca voulait savoir si le transfert de l'entreprise avait bien été finalisé. Personne n'a demandé si j'avais mangé. Personne ne s'est inquiété de savoir comment je tenais le coup. Cette partie-là n'avait rien d'inhabituel. J'avais été invisible au sein de ma famille, pendant la majeure partie de ma vie. Le bureau de l'avocat donnait sur le port de Charleston. Des bateaux de luxe glissaient sur l'eau, pendant que de vieux ventilateurs de plafond bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Monsieur Whitmore, l'avocat de mon père, avait l'air épuisé. Il approchait probablement des 80 ans, mince comme du bois flotté, avec des yeux fatigués derrière d'épaisses lunettes. « Je serai bref », a-t-il déclaré prudemment. Daniel s'est immédiatement penché en avant. Rebecca a croisé les jambes, et a ajusté son bracelet en perles. Et moi? Je suis simplement resté assise là, essayant de ne pas penser à la dernière chose que mon père m'ait jamais dite. Merci d'être venue, Claire. Pas, je t'aime. Pas, je suis fier de toi. Juste, merci d'être venu. Monsieur Whitmore a ouvert le dossier. À Daniel Bennett, a-t-il lu, votre père lègue le domaine familial de Charleston, y compris toutes les propriétés adjacentes. Daniel a souri, avant même que la phrase ne soit terminée. À Rebecca Bennett Lawson, votre père lègue le contrôle opérationnel de Bennett Coastal Logistics. Rebecca a laissé échapper un souffle de soulagement tremblant. Puis, ce fut mon tour. L'avocat a hésité. Quelque chose a changé sur son visage. À Claire Bennett. Daniel arborait déjà un sourire narquois. Votre père a demandé à ce que vous receviez cet objet, en main propre. Monsieur Whitmore a passé la main sous le bureau, et en a sorti une minuscule boîte en bois. Je me souviens avoir cligné des yeux, confuse. C'était tout. Il me l'a tendu avec douceur. À l'intérieur reposait l'ancienne montre militaire, de mon grand-père, Walter Bennett. Le verre rayé. Le bracelet en cuir craquelé. Inerte. L'objet n'avait probablement pas fonctionné, depuis que Ronald Reagan était président. Daniel a été le premier à rire. Il a vraiment éclaté de rire. Sérieusement? Rebecca a couvert sa bouche, essayant de cacher son sourire. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté, papa lui a vraiment donné la montre du tiroir à babiole de grand-père. Même monsieur Whitmore avait l'air mal à l'aise. J'ai fixé la montre en silence, pendant qu'une bouffée de chaleur me montait au cou. Cette montre avait appartenu à mon grand-père, pendant la guerre de Corée. Je me souvenais de l'avoir vue, quand j'étais petite. Il la portait tous les jours, jusqu'à ce que l'arthrite déforme tellement ses mains, qu'il ne puisse plus la remonter.
Malgré tout, ce n'était qu'une montre cassée. C'était mon héritage. Après tout ce que j'avais fait, après toutes ces nuits passées à dormir sur des chaises d'hôpital à côté de papa, après avoir renoncé à des déploiements pour l'aider à traverser sa chimio. Après avoir payé les factures médicales, que Daniel et Rebecca faisaient semblant d'ignorer. J'ai refermé la boîte, avec précaution. Merci, ai-je dit doucement. Daniel a ricané. Tu n'as pas besoin de faire semblant, d'être reconnaissante. Je l'ai regardé. L'espace d'une seconde, j'ai failli recracher tout ce que j'avais ravalé, pendant 20 ans. À propos de la façon dont papa m'appelait, à chaque fois qu'il avait besoin d'aide, mais appelait Daniel, quand il cherchait de l'approbation. À propos de Rebecca, qui disparaissait, dès que prendre soin de lui devenait contraignant. À propos du fait d'être traité comme un employé non rémunéré, plutôt que comme un membre de la famille. Mais les marines apprennent une chose, très tôt. L'humiliation passe plus vite, lorsque vous refusez de la jouer en spectacle, pour les autres. Je me suis donc levé calmement. Monsieur Whitmore s'est soudainement raclé la gorge. Il y a encore une chose, a-t-il dit. Nous avons tous levé la tête. Votre père a exigé que Claire reçoive cette montre directement de moi. Pas d'envoi postal, pas d'intermédiaire. Daniel a levé les yeux au ciel, très théâtral. Mais l'avocat n'a pas ri. Il continuait de me fixer bizarrement, presque nerveusement. Je n'ai pas compris sur le moment. Je le comprendrai, bien plus tard. Ce soir-là, j'ai fait le trajet du retour vers la Caroline du Nord seul, sous 4 heures de pluie côtière. Plus je m'éloignais de Charleston, plus ma poitrine me semblait légère. Non pas parce que je n'étais pas en deuil, mais parce que le deuil devient compliqué, lorsque la personne qui vous a blessé, est aussi celle que vous avez aimée le plus. Mon appartement était exactement tel que je l'avais laissé. Une cuisine minuscule, un canapé convertible, une cafetière plus vieille que certains marines de mon unité. J'ai posé la boîte de la montre sur le comptoir, et je suis resté assise là, pendant un long moment, en silence. Finalement, la curiosité a pris le dessus. Je l'ai prise. Le métal était froid, et plus lourd que dans mes souvenirs. Au dos, de minuscules initiales gravées, son nom. J'ai lentement passé mon pouce dessus. Mon grand-père avait été un homme discret. Il ne parlait jamais beaucoup de la guerre, mais quand j'ai rejoint les marines, il m'a serré dans ses bras plus fort que n'importe qui d'autre dans la famille. Tu te portes comme quelqu'un qui vaut la peine qu'on se souvienne de lui, m'avait-il dit un jour. Personne ne m'avait jamais dit une chose pareille, auparavant. J'ai ouvert le cadran de la montre à nouveau. Toujours inerte, toujours sans valeur. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Frustré, je l'ai jeté dans le tiroir de la cuisine, à côté des menus de plats à emporter, et des piles de rechange. Puis, je me suis versé un bourbon, et j'ai essayé d'oublier cette journée, totalement humiliante. 3 matins plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement, à 7h12 précise. Pas tambouriné, frappé. Des coups précis, contrôlés, militaires. J'ai ouvert la porte, m'attendant à voir le service d'entretien. Au lieu de cela, un SUV noir du gouvernement était garé le long du trottoir, et devant moi se tenait un vieux général des marines, arborant 4 étoiles, sous le soleil d'hiver. L'espace d'une seconde, j'ai oublié comment respirer. Il m'a étudié attentivement. Pas mon appartement, pas mes vêtements. Moi. Puis, il a salué. Sergent-chef Bennett, a-t-il dit. Oui, monsieur. Ses yeux se sont légèrement adoucis. J'ai servi avec votre grand-père. Le moindre son dans le couloir a disparu. Il m'a demandé de vous retrouver, un jour, a continué le général calmement. Si jamais la montre revenait entre vos mains. Mon estomac s'est noué. Le vieil homme a regardé au-delà de moi, vers la cuisine, vers le tiroir. Puis il a posé la question, qui a changé ma vie pour toujours? Avez-vous déjà ouvert le boîtier arrière de la montre? Je me souviens avoir fixé le général pendant plusieurs secondes, avant que mon cerveau ne rattrape finalement la réalité. Un général 4 étoiles des marines se tenait devant mon appartement, me parlant de la montre cassée de mon grand-père, comme s'il s'agissait d'une affaire de sécurité nationale. Je me suis écarté machinalement. Je vous en prie, entrez, monsieur. Il est entré lentement, se portant avec la raideur prudente d'un vieux guerrier, dont le corps avait payé très cher, chaque médaille accrochée sur sa poitrine.
La lumière du couloir a accroché les reflets argentés de sa chevalière militaire. Même les hommes à la retraite comme lui ne cessaient jamais vraiment d'avoir l'air de militaire. Ses yeux ont balayé mon appartement en silence. Sans jugement, juste de l'observation. Les tasses à café dans l'évier, la pile de documents de l'administration des anciens combattants sur la table, mes uniformes pliés près du canapé. « Vous vivez seul ?» a-t-il demandé. « Oui, monsieur. » Il a hoché la tête une fois, comme s'il avait déjà compris, bien plus que ce que j'avais dit. « Je suis Raymond Mercé », m'a-t-il annoncé. Commandant retraité. J'ai failli faire tomber la tasse de café, que j'étais en train d'attraper. Tout le monde dans le corps connaissait ce nom. Le général Raymond Mercé était pratiquement de l'histoire vivante. La Corée, le Vietnam, décoré à 2 reprises, le genre d'homme que les jeunes marines étudiaient encore, à Quantico. Et d'une manière ou d'une autre, il avait connu mon grand-père. J'ai ouvert lentement le tiroir de la cuisine, et j'ai sorti la boîte de la montre. Le général Mercé l'a regardé, avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Pas de la nostalgie, mais quelque chose de plus lourd. Du regret, peut-être. « Vous n'avez pas encore ouvert l'arrière ?» a-t-il dit doucement. « Non, monsieur. Je ne savais pas que ça s'ouvrait. » Un léger sourire a effleuré son visage. Walter a toujours aimé les secrets. Il a tendu la main. Puis-je ? Je lui ai passé la montre avec précaution. Ses vieux doigts se sont déplacés sur le métal avec une précision surprenante, jusqu'à ce qu'il appuie sur le bord, près du cadran de remontage. Un léger déclic a résonné dans la cuisine. Le panneau arrière s'est ouvert. J'ai senti mon pouce accélérer. Cachée à l'intérieur, se trouvait une minuscule bande de papier jaune pliée, pas plus épaisse qu'une cigarette. Mon grand-père avait caché quelque chose dans cette montre, depuis plus de 70 ans. Le général Mercé me l'a tendu. Vous devriez l'ouvrir. Le papier était rendu fragile par le temps. À l'intérieur, écrite à l'encre bleue décolorée, figuraient 3 choses. Un ensemble de coordonnées, un numéro de coffre-fort, et une unique phrase manuscrite. Pour celui, ou celle, qui comprend le sens du service. J'ai levé les yeux, lentement. Qu'est-ce que c'est ? Le général a retiré sa casquette. Pour la première fois, il a soudainement paru très vieux. Votre grand-père m'a sauvé la vie, en Corée, a-t-il déclaré. Ensuite, il s'est assis à ma minuscule table de cuisine, et a changé tout ce que je croyais savoir, sur ma propre famille. Dehors, la pluie tapait doucement contre les fenêtres de l'appartement, pendant que le général Mercé parlait. Il avait cette voix calme d'un homme, qui a passé des décennies à porter de douloureux souvenirs, avec précaution. Décembre 1952, a-t-il commencé. La Corée du Nord. L'hiver le plus froid que j'ai jamais vécu. Il a baissé les yeux vers la montre. J'avais 19 ans, et j'étais assez stupide pour croire que la guerre transformait les garçons en héros. Je suis restée silencieuse. Les personnes plus âgées ne veulent généralement pas être interrompues, lorsqu'elles décident enfin de dire la vérité. Votre grand-père était mon sergent de section, a-t-il poursuivi. Walter Bennett. Un léger sourire est apparu. L'homme le plus dur, que j'ai jamais respecté. J'ai ri doucement, avant même de pouvoir m'en empêcher. Cela sonnait tout à fait juste. Il nous a gardés en vie, a affirmé Mercé. C'était là son don. Peu importait que les hommes l'aiment ou non. Il les ramenait à la maison. Le général m'a expliqué que lors d'une mission de reconnaissance classée secrète, près du réservoir de Chauzin, leur unité était tombée dans une embuscade. Plusieurs marines sont morts sur le coup. Mercé lui-même a reçu des éclats d'obus dans la jambe. Les soldats ennemis se rapprochaient rapidement. Il aurait pu m'abandonner, a admis le général, doucement. Personne ne lui en aurait voulu. Mais Walter Bennett l'a porté sur près de 3 kilomètres, sur un terrain gelé et sous le feu de l'ennemi. Au moment où les secours sont arrivés, mon grand-père souffrait de graves gelures, aux 2 mains. Des dommages permanents. C'était la raison pour laquelle ses doigts tremblaient, quand je l'ai connu. J'ai dégluti difficilement. Personne dans ma famille ne m'avait jamais rien dit de tout cela. Le général Mercé m'a regardé directement. Votre grand-père n'en a jamais parlé, car la mission est restée classifiée pendant des années. Et lorsque les dossiers ont finalement été déclassifiés, il ne se souciait plus des médailles. Et mon père, ai-je demandé.
Le savait-il? Mercé a hésité. Oui. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Pendant toutes ces années. Oui. Je me suis adossé lentement, essayant d'absorber l'étrange douleur qui montait dans mon estomac. Mon père savait que son propre père avait sauvé un futur commandant du corps des marines. Et il ne me l'avait jamais dit. Ne l'avait dit à personne. Pourquoi? Presque comme s'il lisait dans mes pensées, Mercé a répondu prudemment. Ton père admirait profondément Walter. Mais je pense qu'il a aussi passé sa vie à se sentir plus petit que lui. Cela m'a frappé plus durement que je ne m'y attendais, car soudain, le comportement de mon père prenait tout son sens. Son obsession pour le statut, l'argent, le contrôle. Le besoin de toujours faire ses preuves, comme un homme essayant d'échapper à une ombre. Mercé a fait un signe de tête, vers le papier que je tenais à la main. Ton grand-père a créé ce coffre-fort, il y a des décennies. Il m'a dit qu'un seul de ses petits-enfants mériterait un jour de l'ouvrir. J'ai presque ri. Certainement pas mon frère. Le général a souri faiblement. Non, je soupçonne que Walter s'en est rendu compte très tôt. 2 heures plus tard, nous sommes arrivés en voiture, dans une petite banque gérée par des vétérans, à l'extérieur de Jacksonville. Le bâtiment avait l'air ordinaire. Des murs en briques, un drapeau américain, une machine à café près de l'entrée. Mais le vieux directeur a failli s'évanouir, quand il a vu le général Mercé entrer. « Monsieur » a-t-il chuchoté. Mercé m'a simplement désigné d'un signe de tête. C'est elle, la petite Bennett. L'expression entière du directeur a changé, comme s'il attendait ce moment, depuis des années. Il nous a escortés dans la salle des coffres privés, au sous-sol. Mes mains tremblaient légèrement, pendant que je composais le numéro de la boîte, inscrit sur le papier. Le tiroir en métal a glissé en s'ouvrant, avec un léger bruit mécanique. À l'intérieur reposaient plusieurs enveloppes scellées, des documents militaires, de vieilles photographies, et des certificats d'action. Énormément de certificats d'action. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Mercé en a pris un. Ton grand-père a discrètement acheté des parts de l'entreprise, pendant des décennies. Je l'ai dévisagé. De Bennett Coastal Logistics? Oui. Les battements de mon cœur ont ralenti, devenant froids et réguliers. Combien? Le général m'a tendu les papiers en silence. J'ai examiné les chiffres à 2 reprises, car mon cerveau refusait de les accepter. 51% des parts. Le contrôle majoritaire. J'ai levé les yeux, brusquement. C'est impossible. Non, a dit Mercé doucement. C'est intentionnel. J'ai soudain compris pourquoi mon père n'avait jamais modifié son testament avant de mourir. Parce que légalement, il n'avait jamais eu le contrôle total de l'entreprise. C'était mon grand-père qui l'avait. Et maintenant, c'était moi. Je me suis laissé tomber lourdement, dans le petit fauteuil en cuir, situé à proximité. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Puis, j'ai remarqué une dernière enveloppe, qui reposait sous les autres. Mon nom était écrit sur le devant, de l'écriture de mon grand-père. Claire. Ma gorge s'est nouée instantanément. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, se trouvait une courte lettre manuscrite. Pas de salutation, pas d'explication. Juste une phrase, si ta famille a oublié ce que signifie l'honneur, rappelle-le leur. Je l'ai lu 3 fois, en silence. Puis, j'ai regardé le général Mercé. Qu'est-ce que mon grand-père attendait de moi, exactement, avec tout ça? Le vieux général s'est adossé lentement. La pluie cliquetait faiblement contre le plafond de la chambre forte, au-dessus de nous. Et c'est alors qu'il m'a donné la réponse, qui allait changer le cours de ma vie. Cela, a-t-il dit calmement, dépend de si tu veux obtenir vengeance, ou justice. Je n'ai pas répondu au général Mercé tout de suite, car la vérité était que je l'ignorais. La vengeance et la justice peuvent sembler presque identiques, lorsque vous avez passé des années à avaler les humiliations, un sourire poli à la fois, surtout quand cela vient de votre propre famille. La pluie s'était arrêtée au moment où nous avons quitté la banque, mais le ciel au-dessus de Jacksonville paraissait toujours lourd et gris. Le général Mercé conduisait lentement à travers la ville, tandis que j'étais assise à côté de lui, serrant l'enveloppe de mon grand-père, comme si elle risquait de disparaître, si je relâchais mon emprise. 51% de propriété. Ce chiffre ne me semblait toujours pas réel.
Tout comme le fait que ma famille entière se soit moquée de moi 3 jours plus tôt. J'ai regardé par la fenêtre du passager en silence. Vous saviez tout ça, avant les funérailles, ai-je fini par demander. Mercé a hoché la tête, une seule fois. Walter m'a contacté, 6 mois avant son décès. Et mon père, il savait? En partie. Le général a expiré lentement. Ton père savait que Walter détenait toujours des parts importantes dans l'entreprise, mais il n'a jamais cru que Walter transférerait le contrôle en dehors de la structure d'héritage direct. J'ai froncé les sourcils. Ce qui signifie qu'il supposait que Daniel recevrait tout à la fin. Cela ressemblait exactement à mon père. Non pas parce qu'il me détestait, du moins pas entièrement, mais parce que Daniel correspondait à l'image qu'il voulait montrer au monde. Le fils qui réussit, les costumes hors de prix, les abonnements au country club, le parfait homme d'affaires de Charleston. Pendant ce temps, moi, j'avais 38 ans, j'étais divorcé, et je vivais près d'une base militaire, dans un appartement au 2e étage, avec un robinet de salle de bain qui fuyait. Pas exactement la success story de la famille Bennett. Mercé m'a jeté un coup d'œil attentif. Tu me rappelles ton grand-père. J'ai esquissé un sourire fatigué. C'est probablement la chose la plus gentille qu'on m'ait dite de toute la semaine. Non, a-t-il repris doucement. Je parle de la partie dangereuse. J'ai tourné la tête vers lui. Walter avait l'habitude d'endurer le manque de respect pendant de très longues périodes. Et puis un jour, les gens réalisaient qu'il s'était complètement mépris sur son compte. Ces mots me sont restés en tête, car au fond de moi, je savais exactement de quoi il parlait. Le premier appel est arrivé le lendemain matin. Daniel. J'ai fixé le téléphone qui vibrait sur le comptoir de ma cuisine, avant de décrocher. Quoi, tu veux bien m'expliquer pourquoi les avocats de l'entreprise m'appellent, à 7 heures du matin? Directement la colère. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu après la mort de papa ?» Rien que de l'indignation. J'ai siroté mon café calmement. Je ne suis pas sûr de voir de quoi tu parles. Ne fais pas l'idiote, Claire. Sa respiration était rapide et saccadée. Ils disent qu'il y a des actions de contrôle enregistrées à ton nom. Je suis restée silencieuse. Ce silence lui a tout dit. Oh mon Dieu, a-t-il marmonné. Tu savais vraiment. Je savais quoi? Que ce vieux prévoyait ce coup-là. Ce vieux. Pas grand-père. Intéressant. Daniel a baissé la voix. Combien as-tu? Assez. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que tu obtiendras. Il a explosé. Tu as manipulé papa pendant qu'il était mourant. À ce moment-là, j'ai vraiment ri. Pas fort. Juste une fois. Un rire fatigué, venu du plus profond de ma poitrine. Je l'ai manipulé, ai-je répété doucement. Daniel. C'est moi qui nettoyais son vomi à 3 heures du matin, pendant que tu jouais au golf. Silence. Puis, tu fais toujours ça. Je fais quoi? Tu agis avec une supériorité morale, parce que tu as rejoint les marines. Celle-là a fait plus mal que je ne m'y attendais, car il le croyait sincèrement. Dans son esprit, mon service n'était pas un sacrifice. C'était un jugement porté contre lui. Je n'ai jamais voulu de supériorité, ai-je répondu calmement. Je voulais du respect. Daniel est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Puis, il a posé la question, qui je pense le terrifiait depuis l'enfance. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? J'ai regardé la montre de mon grand-père, posée à côté de la cafetière. Toujours cassée, toujours arrêtée à la même heure. Je n'ai pas encore décidé. Puis j'ai raccroché. Dans l'après-midi, Rebecca a appelé en pleurant. De vraies larmes cette fois, pas les larmes sociales et mondaines de l'enterrement. Claire, a-t-il murmuré, s'il te plaît, dis-moi que tu n'essaies pas de nous détruire. J'ai fermé les yeux. Nous détruire? Quel choix de mots curieux. Comme si je n'avais pas passé des années à être lentement détruite, moi aussi. Je n'essaie de détruire personne, lui ai-je dit. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je l'ai découvert hier. Elle avait l'air véritablement secouée. Il y a déjà des rumeurs dans toute l'entreprise. Quel genre de rumeurs? Que papa a caché les structures de propriété? Que les finances de l'entreprise sont instables?
Les investisseurs posent des questions. Cela a immédiatement attiré mon attention. Instable? Comment ça? Rebecca a hésité trop longtemps. Et soudain, le moindre de mes instincts de marine s'est réveillé. Qu'est-ce que Daniel cache? Personne ne cache rien, Rebecca. Un autre silence. Puis finalement, il a emprunté sur de futurs contrats d'expédition, l'année dernière. Combien? Beaucoup. Mon estomac s'est noué. Combien? Sa voix s'est brisée. Près de 40 millions d'euros. Je me suis assise lentement. 40 millions d'euros. D'où Jésus? Qu'est-ce qu'il en a fait? Je ne sais pas tout, a-t-elle murmuré. Des projets d'expansion, de l'immobilier, de la restructuration de dettes. Traduction, Daniel avait joué avec l'entreprise, comme un homme essayant d'impressionner des gens plus riches que lui. Et maintenant, l'entreprise saignait. À quel point c'est grave, ai-je demandé doucement. Si les créanciers paniquent, nous pourrions tout perdre. Tout? Pas seulement l'argent. Les employés, les comptes de retraite, les familles, les dockers, les chauffeurs. Des gens qui avaient passé leur vie entière à bâtir cette entreprise. Je me suis frotté le front, lentement. Ce n'était plus de la vengeance, maintenant. C'était de la responsabilité, et d'une certaine manière, cela semblait encore plus lourd. Plus tard dans la soirée, le général Mercer m'a invité à dîner, dans un restaurant de fruits de mer tranquille, près de l'eau. Principalement des couples plus âgés remplissaient le restaurant. Des vétérans, des retraités, des personnes parlant doucement sous les lumières jaunes et chaleureuses. Mercer a coupé sa truite, avec précaution. Tu as l'air préoccupé. Daniel a enterré l'entreprise sous les dettes. Le général a hoché la tête, comme s'il s'y attendait. Les hommes qui héritent de trop, confondent souvent la confiance en soi, avec la sagesse. J'ai fixé ma nourriture, à laquelle je n'avais pas touché. Je voulais les détester, ai-je admis doucement. C'est compréhensible. Mais maintenant des innocents sont impliqués. J'ai hoché la tête lentement. La serveuse a rempli nos verres de thé glacé, pendant que le silence s'installait entre nous. Finalement, Mercer s'est adossé à sa chaise. Claire, sais-tu pourquoi ton grand-père t'a choisi? Parce que j'ai servi dans l'armée? Non. La réponse m'a surprise. Parce que tu comprends le sens du devoir, après que les applaudissements ont disparu. Je l'ai regardé attentivement. Ton frère aime le pouvoir. Ta sœur aime le confort. Mais toi. Il a tapoté légèrement la table. Toi, tu restes quand les choses deviennent douloureuses. Pour une raison quelconque, cela m'a presque brisé. Car toute ma vie, rester m'avait semblé être un échec. Rester pour m'occuper de papa. Rester loyal pendant mon mariage, alors que mon mari s'éloignait. Rester dans des missions difficiles, que les autres marines évitaient. Mais peut-être que rester avait de l'importance. Peut-être que quelqu'un l'avait remarqué. Mercer a plongé la main dans la poche de son manteau, et a fait glisser une coupure de journal sur la table. J'ai froncé les sourcils. C'était une ébauche d'article. Le gros titre, un héros oublié de la guerre de Corée a sauvé un futur commandant des marines. En dessous, se trouvait une vieille photo de mon grand-père, à côté d'un Raymond Mercer beaucoup plus jeune. J'ai levé les yeux, lentement. Vous allez publier ça? Oui. Pourquoi maintenant? L'expression du général s'est durcie, d'une manière qui m'a rappelé qu'il avait autrefois commandé des guerres entières. Parce que ta famille a bâti sa réputation sur l'argent, a-t-il dit calmement. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux. Et il est temps qu'il se rappelle, avec le sang de qui, tout a commencé. L'article est paru 3 jours plus tard. À l'heure du petit déjeuner, la photo de mon grand-père était partout. Dans les journaux locaux, les bulletins des anciens combattants, les forums en ligne du corps des marines. Même les chaînes de télévision de Charleston ont repris l'information. Un héros oublié de la guerre de Corée a sauvé un futur commandant, lors d'une mission classifiée. J'ai dû lire ce gros titre 20 fois ce matin-là, assise au comptoir de ma cuisine, un café froid entre les mains. Il était là. Walter Bennett, mon grand-père. Un homme qui avait passé les dernières années de sa vie à nourrir silencieusement les oiseaux, depuis la balancelle de son Porsche, pendant que l'arthrite tordait ses doigts de façon disgracieuse. Et soudain,
L'État tout entier l'appelait un héros. C'est curieux de voir à quelle vitesse le monde change, une fois que quelqu'un d'important confirme votre valeur. Mon téléphone n'a cessé de sonner. Des journalistes, des membres de la famille éloignée dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, d'anciens marines. Un sergent à la retraite de l'Ohio a pleuré en me remerciant pour le service de mon grand-père. Pendant ce temps, Daniel m'a laissé 6 messages vocaux en moins de 2 heures. Aucun d'eux n'était agréable. Le dernier était simple, tu dois descendre ici, tout de suite. Le siège social de Bennett Coastal Logistics se dressait près du port de Charleston, un bâtiment de verre poli que mon grand-père aurait probablement détesté. Trop brillant, trop cher, trop fier de lui-même. Quand je suis entré dans le hall en tenue civile, avec la montre de grand-père dans la poche de ma veste, les conversations se sont arrêtées immédiatement. Les gens me dévisageaient. Certains m'ont reconnu grâce à l'article. D'autres ont probablement reconnu le regard des Bennett. La réceptionniste s'est levée précipitamment. Madame Bennett. Ils vous attendent à l'étage. Pas de sourire, pas de chaleur. La tension planait sur tout le bâtiment, comme la fumée avant un incendie. Le trajet en ascenseur m'a semblé plus long qu'il ne l'était. Quand les portes se sont ouvertes à l'étage de la direction, j'ai trouvé Daniel faisant les 100 pas, à l'extérieur de la salle de conférence, tandis que Rebecca, pâle et épuisée, était assise près de la fenêtre. Aucun des deux n'avait l'air heureux de me voir. Daniel a immédiatement pointé la pièce du doigt. Tu as rendu ça public. Je suis resté calme. Je n'ai rien fait fuiter. C'est ce général. Il a dit la vérité. Daniel a ri amèrement. La vérité. Il a écarté les bras. L'action de l'entreprise a chuté de 9% ce matin, parce que les investisseurs pensent que la famille implose. Je l'ai regardé attentivement. Non, Daniel. Les investisseurs pensent que l'entreprise est instable, parce qu'apparemment, tu as emprunté 40 millions d'euros sans en informer le conseil d'administration. Rebecca a fermé les yeux. Daniel s'est figé. Et juste comme ça, j'ai su que le chiffre était encore pire que ce qu'elle m'avait avoué. Combien, ai-je demandé doucement. Il a détourné le regard. Combien ? 58, mon estomac s'est retourné. 58 millions d'euros. D'où Jésus. Mais à quoi pensais-tu, bon sang ? Je voulais faire de l'expansion. Tu jouais au casino. Son visage est devenu rouge. Tu crois que tu comprends les affaires, parce que grand-père t'a refilé quelques papiers. Non, ai-je répondu calmement. Je comprends les conséquences. Parce que je vis avec elle, depuis toute ma vie d'adulte. C'est tombé plus lourdement que si j'avais crié. Rebecca s'est levée lentement. Pouvons-nous s'il vous plaît arrêter de faire ça dans le couloir ? À l'intérieur de la salle de conférence, les avocats de l'entreprise et les membres du conseil d'administration étaient assis autour de la longue table vernie, ayant l'air de personnes coincées dans un abri anti-ouragan. Personne n'a souri quand je suis entré. Un membre plus âgé du conseil s'est levé maladroitement. Mademoiselle Bennett. Intéressant. Pas Claire, pas ma petite, pas la petite sœur de Daniel. Soudain, j'étais Mademoiselle Bennett. C'est incroyable de voir ce que la détention de la majorité des parts fait aux bonnes manières des gens. L'avocat de l'entreprise a ajusté ses lunettes nerveusement. Nous avons confirmé que les documents de transfert sont juridiquement contraignants. Daniel a frappé des 2 mains sur la table. C'est de la folie. Non, a rétorqué doucement un autre membre du conseil. Ce qui est de la folie, c'est de découvrir que la moitié de la dette de l'entreprise n'a pas été déclarée correctement. La salle s'est à nouveau tournée vers Daniel. La sueur brillait près de son col. À cet instant, pour la première fois depuis notre enfance, mon grand frère avait l'air effrayé. Pas en colère, effrayé. Et honnêtement, une partie de moi en a profité. C'est ça, la chose hideuse qu'on ne vous dit jamais, sur les trahisons familiales. Quand la justice arrive enfin, elle a rarement l'air noble au début. Elle a juste un goût de satisfaction. La réunion d'urgence a duré près de 4 heures. J'en ai appris plus sur l'entreprise cet après-midi-là, que mon père ne m'en avait dit en 38 ans. Les contrats d'expédition, les négociations portuaires, l'exposition aux assurances, les structures de la dette. Et, enterré sous tout cela, le désespoir de Daniel. Il essayait de transformer Bennett Coastal Logistics en quelque chose de plus grand,
et de plus tape à accent grave-l'œil depuis des années. Des bureaux de luxe, des expansions agressives, des investissements risqués. Il voulait que l'entreprise soit mentionnée, aux côtés de sociétés valant des milliards d'euros. Mais les vieilles entreprises familiales ne se bâtissent pas sur l'ego. Elles se bâtissent sur la survie. Mon grand-père l'avait compris. Daniel, non. À un moment donné, il a fini par craquer. Tu as toujours cru que tu valais mieux que nous. La salle est devenue silencieuse. Je l'ai regardé attentivement. Quand? Quoi? Quand est-ce que j'ai agi comme si j'étais meilleur que vous? Tu te promènes comme une sorte de martyr. J'ai failli répondre avec colère. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration. J'ai passé 2 ans à faire des allers-retours à Charleston, tous les week-ends, pendant que papa était malade. Personne n'a bougé. Je le nettoyais après ses accidents. Je restais assise pendant ses chimios. Je m'occupais de ses médicaments, parce qu'il n'arrêtait pas de les oublier. Ma voix est restée calme d'une façon ou d'une autre. Et toi, où étais-tu? Daniel a fixé la table. Rebecca a essuyé des larmes silencieusement. Et soudain, des décennies de faux-semblants familiaux se sont fissurés, juste là, dans cette salle de conférence. Ma sœur a chuchoté en premier. Je ne supportais pas de le voir comme ça. J'ai hoché la tête lentement. Au moins, c'était honnête. Mais Daniel s'est contenté de secouer la tête avec amertume. Il n'a jamais eu besoin de moi, de la façon dont il avait besoin de toi. Celle-là m'a surprise. Je l'ai regardé un instant. Il ne ressemblait pas à un riche cadre dirigeant. Il ressemblait à un petit garçon épuisé. Tu as toujours été sa préférée, a-t-il marmonné. J'ai vraiment cligné des yeux. La préférée? Moi? L'enfant qu'il félicitait à peine? La fille à qui il avait remis une montre cassée? Mais ensuite, je me suis souvenu de ce qu'avait dit le général Mercer, ton père a passé sa vie à se sentir plus petit que Walter. Peut-être que Daniel avait hérité de la même maladie, toujours en compétition contre des fantômes. En début de soirée, les membres du conseil sont sortis pour consulter les avocats en privé. Nous ne sommes restés que tous les 3, dans la pièce. Le port de Charleston brillait d'une lueur orange au coucher du soleil, de l'autre côté des fenêtres. Rebecca a parlé doucement. Que se passe-t-il, maintenant? Je les ai regardés attentivement tous les deux. À vrai dire, je ne savais pas. J'avais assez de pouvoir maintenant, pour détruire Daniel publiquement. Les fautes financières à elles seules, pourraient déclencher des enquêtes. La prison, peut-être? L'humiliation? Une réputation ruinée? Une partie de moi le voulait. Après toutes ces années de manque de respect, ne le méritait-il pas? Mais alors, une autre pensée a fait surface. Et les employés? Les dockers proches de la retraite, le personnel de bureau avec des prêts immobiliers, les familles qui dépendaient de la survie de cette entreprise. La vengeance étant les dégâts, bien plus largement que ce à quoi les gens s'attendent. Je me suis frotté le front, lentement. Les mots du général Mercer ont résonné à nouveau. La justice et la vengeance finissaient par ne plus se distinguer, après un moment. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. L'avocat principal est revenu à l'intérieur. Son expression était prudente. Le conseil demande une restructuration immédiate de la direction. Daniel s'est levé brusquement. Vous ne pouvez pas me renvoyer. L'avocat a dégluti. Puis il m'a regardé directement. En fait, mademoiselle Bennett en a le pouvoir. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. Et à cet instant, j'ai réalisé que mon grand-père ne m'avait pas seulement donné du pouvoir. Il m'avait donné le choix, quant au genre de personne que je voulais devenir. Je n'ai pas renvoyé Daniel, ce soir-là. Pas dans l'immédiat, ce qui a surpris tout le monde dans la pièce, y compris lui. Les avocats s'attendaient clairement à une exécution publique et dramatique. Le monde des affaires aime le sang, presque autant que les politiciens. Au lieu de cela, j'ai demandé 48 heures. Juste 2 jours. Assez de temps pour examiner chaque document financier moi-même. Assez de temps pour décider si j'agissais, par sens des responsabilités, ou par colère. Daniel avait l'air méfiant, en sortant du bâtiment à mes côtés, juste après. Comme un homme attendant que le piège ne se referme. L'air de Charleston était lourd et chaud, malgré l'heure tardive.
Les lumières du port scintillaient sur l'eau, pendant que des touristes flânaient à proximité, riant sous les terrasses des restaurants. La vie normale. C'est amusant de voir à quel point le monde reste ordinaire, pendant que des familles s'effondrent en silence, derrière des portes closes. Rebecca s'est enlacée elle-même, au bord du trottoir. « Je ne nous reconnais plus », a-t-elle chuchoté. J'ai regardé son visage fatigué attentivement. Le maquillage onéreux, les yeux tirés, la peur dissimulée sous tout cela. À dire vrai, aucun de nous ne se ressemblait plus. Peut-être que le deuil avait enfin fait tomber les masques. Ou peut-être que nous avions joué la comédie, toute notre vie. De retour à mon hôtel ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. J'ai étalé les dossiers de l'entreprise sur le lit, pendant que la vieille climatisation cliquetait contre la fenêtre. Les chiffres, les calendriers de dette, les accords portuaires, les obligations en matière de retraite des employés. Plus je creusais, plus le gâchis de Daniel devenait complexe. Mais quelque chose d'autre a également fini par émerger. Il n'avait pas volé d'argent, n'avait pas caché de comptes offshore, n'avait pas acheté secrètement de yacht ou de demeure. La majeure partie de la dette provenait de tentatives désespérées pour maintenir l'entreprise compétitive face aux géants nationaux du transport maritime, qui engloutissaient de plus petites entreprises familiales chaque année. De mauvaises décisions? Absolument. De la cupidité criminelle? Pas exactement. Et cela avait de l'importance pour moi. Vers minuit, quelqu'un a frappé doucement à la porte de ma chambre. Rebecca. Elle tenait 2 cafés, et avait l'air épuisée. « Tu n'arrivais pas à dormir non plus ?» ai-je demandé. Elle a fait un faible sourire. « Tu te souviens quand papa nous amenait ici pour les festivals de la crevette ?» Je m'en souvenais. À l'époque où l'argent n'avait pas encore tout empoisonné, avant que le succès ne devienne le seul langage que notre famille parlait. Elle s'est assise avec précaution près du pied du lit, pendant que je continuais à passer les documents en revue. Finalement, elle a posé la question doucement. « Tu vas le ruiner ?» Droit au but. Plus de faux-semblants. Je me suis adossé lentement. Je ne sais pas, Rebecca a baissé les yeux vers son café. Tu sais quelle est la pire partie? Quoi donc? Je pense que Daniel croyait honnêtement qu'il sauvait l'entreprise. Cela a frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé, car je savais qu'elle avait probablement raison. Les gens détruisent des choses en cherchant l'approbation en permanence, surtout s'il s'agit de pères décédés. Le lendemain matin, je suis allé seul sur la tombe de mon père. Des fleurs fraîches reposaient près de la pierre tombale, laissée par la visite de quelqu'un d'autre. Sûrement Rebecca. Le cimetière était calme, sous les chênes géants dégoulinant de mousse espagnole. Je suis resté là longtemps, sans parler. Finalement, je me suis accroupi, et j'ai essuyé la terre à la base de la pierre. Thomas Bennett. Père bien-aimé. C'est étrange comme les pierres tombales simplifient les gens. Elle ne mentionne jamais les erreurs, les silences, ou les blessures émotionnelles transmises, de génération en génération. J'ai sorti la montre de mon grand-père de ma poche, toujours figée, toujours arrêtée. Pourquoi moi, ai-je demandé à haute voix. Pas à papa. À grand-père. Parce que, quelque part sous tout cela, je ne comprenais toujours pas, pourquoi il m'avait fait confiance avec quelque chose d'aussi lourd. Le vent a soufflé doucement à travers les arbres. Et pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à admettre quelque chose de douloureux. Je ne voulais pas de l'argent de mon père. Pas vraiment. Je voulais ce que tout enfant veut. Me sentir choisie, importante, aimée ouvertement. Mais certains parents sont trop brisés pour donner ces choses correctement. Cette réalisation n'effaçait pas la douleur. Elle la rendait simplement plus triste. Cet après-midi-là, j'ai pris ma décision. Le conseil d'administration d'urgence s'est réuni à 15 heures. Cette fois, quand je suis entré dans la pièce, personne ne m'a plus regardé comme une étrangère. La chaise en bout de table était vide, et attendait. Daniel était pâle. Rebecca avait l'air terrifiée. Les membres du conseil semblaient affamés. Je suis resté debout. J'ai examiné l'exposition financière, ai-je commencé calmement. L'entreprise peut survivre, si une restructuration immédiate est mise en place. Le soulagement a brièvement éclairé plusieurs visages. Puis j'ai poursuivi. Avec effet immédiat, Daniel Bennett est démis de ses fonctions de PDG. Daniel a fermé les yeux, non pas choqué, juste vaincu.
Mais avant que quiconque ne puisse s'en réjouir, j'ai ajouté, il ne sera pas publiquement accusé de fraude. Cela a surpris tout le monde, et en particulier les avocats. J'ai regardé directement Daniel. Tu as pris des décisions imprudentes. Tu as enseveli cette entreprise sous les dettes, en essayant de prouver quelque chose à des gens, qui n'allaient jamais t'applaudir assez longtemps. J'ai fait une pause. Mais tu essayais de sauver l'entreprise, pas de la piller. Daniel m'a regardé en silence. J'ai continué. La dette sera restructurée. Les projets d'expansion sont gelés, les primes des cadres sont suspendues. Un membre du conseil a froncé les sourcils immédiatement. Suspendu pendant combien de temps? Jusqu'à ce que les retraites des employés soient totalement stabilisées. La pièce est devenue très silencieuse, car les riches dirigeants n'aiment pas entendre le mot retraite, à moins qu'ils ne soient en campagne électorale. J'ai poursuivi. Aucun licenciement pour les dockers ou les chauffeurs. Les salaires des dirigeants seront réduits en premier. Maintenant, plusieurs membres du conseil avaient l'air ouvertement irrités. Bien. Mon grand-père aurait apprécié cette partie-là. Puis, j'ai annoncé le point final. Daniel et Rebecca resteront au sein de l'entreprise. Daniel a cligné des yeux. Quoi? Vous occuperez des postes opérationnels salariés, sous supervision. Son visage a rougi instantanément. Tu me rétrogrades? Oui. L'humiliation a traversé son regard. L'espace d'une seconde, j'y ai vu le reflet de l'ancienne version de moi-même. L'enfant négligé, celle qui n'était jamais prise au sérieux. Mais contrairement à lui, je ne faisais pas ça pour causer de la douleur. Je le faisais parce que les conséquences, c'est important. Rebecca a parlé doucement. Pourquoi nous aides-tu? La réponse honnête est sortie, avant que je ne puisse la filtrer. Parce que grand-père m'a donné des responsabilités, et non la permission de devenir cruel. Personne n'a parlé après ça. Ce soir-là, j'ai retrouvé le général Mercer, à l'extérieur de la marina. Il a écouté silencieusement, pendant que j'expliquais tout. Finalement, il a hoché la tête une fois. Walter approuverait. Je me sens toujours en colère, ai-je admis. Tu as le droit. Je voulais qu'il souffre. Mercer a souri tristement. Claire, le pardon ne consiste pas à faire comme si la douleur n'avait jamais existé. Il a regardé au loin, de l'autre côté de l'eau. C'est refuser de transmettre sa douleur à la génération suivante. Nous sommes restés là, en silence, pendant un moment. Puis il a plongé la main dans la poche de son manteau, et m'a tendu une dernière enveloppe. Vieille, jaunie. Avec l'écriture de mon père sur le devant, pour Claire. Ma poitrine s'est serrée instantanément. Je l'ai trouvé parmi les papiers de Walter, a dit Mercer doucement. Je pense que ton père n'a jamais trouvé le courage de te la donner lui-même. J'ai fixé l'enveloppe dans mes mains tremblantes, et soudain, après tous ces combats, après toute cette colère, j'ai réalisé que la seule chose que je désirais encore le plus, ce n'était pas la vengeance. C'était la vérité. J'ai attendu près d'une heure, avant d'ouvrir la lettre de mon père. Pas parce que je n'étais pas curieuse, mais parce qu'une partie de moi avait peur, qu'aucun mot à l'intérieur ne puisse guérir, 38 années de silence. Ce soir-là, je me suis assise seule sur le balcon de ma chambre d'hôtel, pendant que les lumières du port de Charleston scintillaient doucement sous le ciel sombre. L'enveloppe tremblait légèrement dans mes mains. Pour Claire. Le simple fait de voir mon nom écrit par lui, m'a semblé étrangement personnel. Mon père n'avait jamais été un homme à l'aise avec les émotions. Il communiquait à travers des instructions, des factures payées, des conseils pratiques et des gestes discrets. Dans notre famille, l'amour arrivait généralement déguisé en responsabilité. J'ai finalement déplié la lettre. Et pour la première fois depuis mon enfance, j'ai pleuré à cause de mon père, et non en dépit de lui. Claire, si tu lis ceci, c'est que j'ai probablement encore attendu trop longtemps. C'était là mon talent de père. Attendre trop longtemps. Il y a des choses que j'aurais dû dire, il y a des années. La première, c'est que je sais que je t'ai blessé plus d'une fois, plus que je ne l'ai admis. Quand vous étiez jeune, je croyais que la force venait de la préparation des enfants à la déception. Mon propre père m'a élevé de cette façon, après la Corée. J'ai confondu distance émotionnelle et discipline. Mais tu étais différente de moi. Différente de nous tous. Tu restais quand les choses devenaient difficiles.
Je l'ai vu chaque fois que tu conduisais depuis la Caroline du Nord pour m'aider, après mes séances de chimio. Je l'ai vu quand tu dormais sur des chaises d'hôpital. Je l'ai vu, alors que tu pensais que personne ne le remarquait. La vérité, c'est que je m'appuyais sur toi, car tu étais la seule personne en qui j'avais confiance pour ne pas partir. Ce n'était pas juste envers toi. Et je crois que quelque part en chemin, je t'ai puni pour être la personne la plus forte de la famille. Ma vue s'est brouillée en lisant cette ligne. Je me suis arrêté un instant, essuyant mes yeux avec précaution, puis j'ai continué. Daniel a toujours eu besoin d'approbation. Rebecca a toujours eu besoin de protection. Mais toi, tu avais seulement besoin d'honnêteté. Et malheureusement, l'honnêteté a été la seule chose que j'ai eu du mal à donner. Ton grand-père a compris quelque chose que je n'ai saisi que trop tard. Le caractère a plus d'importance que l'image. J'ai passé ma vie à protéger les apparences de la réussite, tout en m'appuyant secrètement sur l'enfant que je félicitais le moins. Pour cela, je suis désolé. Plus que tu ne peux l'imaginer. Il y en avait plus. Bien plus. Des histoires sur mon grand-père, sur les premières années de l'entreprise, sur la terreur de mon père, à l'idée de perdre tout ce que son propre père avait bâti après la guerre. Soudain, la famille Bennett prenait enfin tout son sens pour moi. La peur. Tout se résumait à la peur. La peur de l'échec. La peur de paraître faible. La peur de ne pas être à la hauteur de Walter Bennett. Même l'amour, dans notre famille, était devenu inextricablement lié à la performance. Vers la fin de la lettre, mon père a écrit quelque chose qui m'a presque brisé complètement. Tu es devenue la meilleure d'entre nous, Claire. Et je pense qu'une partie de moi t'en a voulu pour ça. Non pas parce que tu me faisais me sentir petit, mais parce que tu me rappelais l'homme que j'aurais voulu être. J'ai baissé la lettre lentement, et j'ai pleuré, plus fort que lors de ses funérailles. Pas des sanglots spectaculaires, mais un chagrin silencieux. Le genre de chagrin que les personnes plus âgées comprennent, celui qui survient lorsque la colère finit par s'épuiser, et que seule la tristesse demeure. 1 an plus tard, Bennett Coastal Logistics ne ressemblait plus guère à l'entreprise que mon père avait laissée derrière lui. Nous avions survécu. Cela m'émerveille encore parfois. Les 6 premiers mois ont été brutaux. Restructuration de la dette, renégociation des contrats, vente des propriétés immobilières inutiles, réduction des salaires des dirigeants. Quelques membres du conseil ont démissionné, après avoir découvert que je me souciais davantage des retraites que des salles à manger privées. Bon débarras. Ce qui est curieux, c'est que les employés ont commencé à faire de nouveau confiance à la direction. Les dockers, qui n'avaient pas souri depuis des années, m'arrêtaient soudain dans les couloirs pour discuter. Les chauffeurs envoyaient des cartes de remerciement manuscrites, après que nous eûmes rétabli la protection des retraites. Un vieux mécanicien m'a serré la main si fort, que j'ai cru qu'il allait la casser. Ton grand-père serait fier, m'a-t-il dit. Cela a compté plus que n'importe quelle récompense d'entreprise ne le pourrait jamais. Daniel a changé aussi. Lentement, douloureusement, mais sincèrement. Perdre le titre de PDG avait brisé quelque chose en lui, au début. Pendant des mois, il parlait à peine lors des réunions. Puis, un après-midi, je suis passé devant les quais de chargement, et je l'ai vu aider les ouvriers à décharger des fournitures, par 38 degrés, sans aucune caméra à l'horizon. Pas de spectacle, pas de public, juste du travail. Quand il a remarqué que je l'observais, il a eu l'air gêné. J'avais oublié ce que fait réellement cette entreprise, a-t-il admis doucement. Ce fut peut-être la phrase la plus honnête que mon frère ait jamais prononcée. Rebecca s'est transformée de différentes manières. Elle a commencé à faire du bénévolat pour des programmes de soutien aux veuves de militaires, par le biais de l'une de nos nouvelles associations d'entreprises. Pas pour la publicité. La plupart des gens ne l'ont même jamais su. Un soir, elle m'a fait une confession, pendant que nous dînions ensemble. Avant, je pensais que la gentillesse, c'était quelque chose sur quoi s'appuyaient les faibles, a-t-elle dit doucement. Et puis, elle a souri avec tristesse. Maintenant, je pense que c'est probablement la chose la plus difficile que quiconque puisse faire. Le général Mercé est décédé 11 mois après mon père. Paisiblement, dans son sommeil. À 93 ans. J'ai assisté à ses funérailles en uniforme de cérémonie, aux côtés de rangées de vieux marines, qui se tenaient douloureusement droits, malgré leurs cannes et leurs genoux artificiels.
Avant que la sonnerie aux morts ne retentisse, un officier m'a remis un petit paquet, que Mercé avait demandé à me faire parvenir après sa mort. À l'intérieur, se trouvait la montre réparée de mon grand-père. Entièrement restaurée, et qui tic-taquait doucement. À côté, un mot de l'écriture appliquée de Mercé. Certaines choses ne fonctionnent à nouveau, qu'avec du temps et de la pression. Je porte cette montre tous les jours maintenant, non pas parce qu'elle a de la valeur, mais parce qu'elle me rappelle ce que signifie vraiment un héritage. Pas l'argent, pas la propriété, pas le pouvoir. La responsabilité, la grâce, la vérité. Le mois dernier, notre famille s'est réunie pour dîner chez Rebecca. Rien d'extravagant. Du rôti, du pain de maïs, du thé glacé. Daniel s'est plaint de douleurs au dos, après les inspections de l'entrepôt. Rebecca a ri trop fort à l'une de mes terribles blagues de marine. Et pour la première fois depuis des décennies, personne ne prétendait être plus important qu'il ne l'était. Au milieu du dessert, Daniel m'a regardé pensivement. « Tu sais, a-t-il dit, je pensais que grand-père t'avait donné cette montre, parce qu'il t'aimait le plus. » J'ai esquissé un sourire. « Qu'en penses-tu maintenant ?» Il a baissé les yeux vers son assiette, un instant. « Je pense qu'il te l'a donné, parce qu'il te faisait plus confiance. » Cette différence signifiait tout. Quelques semaines plus tard, je me suis tenu à une cérémonie militaire commémorative, alors que la citation à l'ordre, attendue depuis si longtemps par mon grand-père, était lue publiquement, devant une foule de vétérans et de familles. Pendant que les applaudissements résonnaient sur le terrain de la cérémonie, j'ai touché doucement la montre à mon poignet. Puis, j'ai regardé vers le siège vide réservé au général Mercé, et j'ai remercié silencieusement les deux vieux marines, pour m'avoir enseigné quelque chose, que ma famille avait passé des générations à oublier. La force sans humilité détruit les gens, mais la force accompagnée de compassion peut les reconstruire. Alors, si vous écoutez cette histoire ce soir, tout en pensant à votre propre famille, et peut-être à vos propres vieilles blessures, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, parfois, le plus grand des héritages n'est pas ce que quelqu'un laisse derrière lui. C'est l'opportunité de devenir bien meilleur, que la douleur qu'on vous a transmise. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que les familles peuvent guérir. Et peut-être, abonnez-vous pour d'autres histoires de personnes ordinaires, qui trouvent la dignité, le courage, et la paix, dans l'adversité.